Bah ouais, désolé, hein, je suis très en retard. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Ouh, ça devrait pas être trop mal. Ouais. Ok, ça m'a l'air. Ça m'a l'air pas trop mal, parfait. Nickel chrome. Donc ouais, hein, j'ai malheureusement manqué de temps pour préparer une belle fiche d'exo de colle. C'est comme ça, hein, écoutez. Hop. Donc je préfère plutôt m'improviser sur un sujet de mathématiques de recherche à discuter plutôt que de me lancer à- enfin, à essayer de préparer une feuille d'exo sachant qu'elle va pas être hyper propre. Euh, Ça me plaît pas trop, quoi. Donc, je préfère plutôt, voilà, c'est plus facile pour moi de parler de recherche plutôt que de faire le tour d'exercice sur ce coup-là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré plutôt faire un parlomat à la place. Et puis là, mon retard, bon bah là c'est un souci avec les bus. Ouais, c'est un peu embêtant en fait. Bah, j'ai passé la soirée au centre-ville de Leeds, hein, donc je suis actuellement revenu au Royaume-Uni, donc j'ai eu affaire au jet lag. J'ai été quand même pas mal fatigué ces derniers temps et ça m'a un peu coupé sur la façon de m'organiser. Et puis voilà quoi. Écoutez. Écoutez. Et en plus de ça, je suis fatigué. Ah, ça n'arrange rien. Rien du tout. Bon, comme on est en retard, je vais peut-être pas attendre très longtemps avant de démarrer. Je suis juste en train de réfléchir à de quoi je vais parler aujourd'hui. Je peux soit continuer de parler sur les treillis, parce que bon, ça, j'avais commencé un truc et je pense que je peux continuer un petit peu là-dedans. Ou alors, je peux éventuellement parler d'un sujet de recherche. Euh, bon, même si je préférais en parler en coin recherche, mais bon, je ne sais pas encore si j'en fais vraiment un coin recherche, c'est ça le problème. Euh, puisque bah, si j'en fais un, peut-être que ça va être pas mal de redits, donc faut voir. Mais bon, peut-être que j'ai pas envie de faire ça. Je vais peut-être parler des algèbres ramassées. Je pense que c'est un sujet sympa. Donc les algèbres ramassées. Bon, ça sera vraiment une introduction aux algèbres ramassées. Donc je pense que je vais pas m'amuser à écrire hein, les définitions au propre, mais je vais peut-être me permettre de faire une définition brouillon de ce que sont les algèbres ramassées. Alors les algèbres ramassées. Bah, je vais vous donner une motivation d'abord. Et la motivation, ça sera la suivante. On va parler des triplés de Markov. Triplés de Markov. Bon, sachant qu'en plus, j'ai déjà eu l'occasion, ça aussi, c'est ce qui me motive à vous parler des algèbres ramassées, c'est que j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres exercices de faire mention des algèbres ramassées sans pour autant vraiment rentrer dans le détail de ce que sont les algèbres ramassées. Et bon, je me dis, bah, pourquoi pas? Parce que je pense pas que j'en ferai un sujet coin recherche, ça. Donc pourquoi pas. Alors motivation, les triplés de Markov. Bon, c'est pas la seule motivation, il y en a certes, enfin il y en a d'autres que je pourrais vous donner, mais je vais déjà en donner une qui me semble assez intéressante. Donc les triplés de Markov, bah, c'est des triplés de nombres x, y, z, donc des nombres entiers naturels euh, qu'on suppose tous non nuls, tels que, c'est triplés, tels que, deux points. Eh bien, nous avons l'équation suivante satisfaite, x carré plus y carré plus z carré égale 3 fois x, y, z. Voilà, donc ça, c'est une équation diophantienne. Donc c'est une équation polynomiale dont on cherche des solutions entières. Alors, je sais pas pourquoi j'ai écrit diophantielle, alors que j'ai dit diophantienne, pourtant je l'ai bien dit. Voilà. Et bon, bah, vous en connaissez quelques-uns des équations, quelques-unes des équations diophantiennes, hein. Il y a notamment bien sûr les équations classiques dans lesquelles on cherche, genre par exemple le problème des pirates, quoi, avec des questions de congruence, de résolution de congruence, par exemple.
Enfin bref, il y a bien sûr plein de variantes possibles d'équations différentielles, mais bon, les plus connues, c'est ça, ou alors x carré moins y carré égale un nombre, des équations différentielles plus ou moins gentilles, pour lesquelles on joue avec de la divisibilité généralement. C'est souvent ce qui se passe hein, quand on veut résoudre des équations différentielles. On essaie de s'amuser avec des propriétés de divisibilité qui nous permettent de déterminer plus facilement quelles sont les solutions à l'équation qu'on cherche à obtenir. Donc là, des triplés de Markov, on peut se poser la question déjà, quel genre de solution est-ce qu'on pourrait trouver hein, donc quel triplé x, y, z pourrait convenir afin de résoudre cette équation. Alors normalement, il y a un triplé qui devrait vous sauter aux yeux. Alors, c'est peut-être pas si évident que ça, hein, mais normalement, il y en a un qui devrait quand même sauter aux yeux. C'est 1-1-1. D'accord? Donc le triplé 1-1-1 est un triplé de Markov. Je pense que c'est assez clair. Donc 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait bien 3 qui vaut bien 3 fois 1 fois 1 fois 1. Voilà, donc, tout va bien. Et bon, après, pour trouver d'autres solutions, c'est peut-être un peu moins facile. Enfin, je pense que là, comme ça, c'est pas vraiment facile du tout. Alors, une méthode un peu rigolote qui vous fera penser à un autre exocode, d'ailleurs, qu'on a déjà fait ensemble, et c'est à cet exocode, notamment, où on avait parlé des algèbres amassées. En tout cas, j'avais mentionné les algèbres amassées. C'était un exocode où on avait utilisé de manière un peu cachée des relations de Viette. Voilà, donc les fameuses relations de Viette qui sont apparues d'ailleurs à travers des résolutions de problèmes d'Olympiade de mathématiques, notamment une Olympiade, alors je ne sais plus quelle année, mais une Olympiade particulière où quasiment personne n'avait pu répondre à un problème d'Olympiade, sauf une personne qui a justement utilisé ce type de méthode et qui a mis en place pour la première fois ce type de méthode. Donc ça va faire penser un petit peu à ça, ce que je vais faire. L'idée va être la suivante. Je vais changer mon équation en l'écrivant comme si c'était une équation polynomiale d'un certain degré pour l'une des variables qui est en jeu. Disons pour x. Donc j'ai x carré plus ensuite 3 fois, pardon, et d'ailleurs c'est moins. Donc moins 3 fois x fois y fois z. Et j'aimerais bien l'écrire de manière à ce qu'on voit bien le polynôme du second degré que j'aimerais utiliser. Donc on a ça, et ensuite on a donc plus y carré plus z carré. Donc je vois cette équation comme une équation du second degré en la variable que je veux. Donc là, disons, j'aimerais le faire par rapport à x. Et par rapport à x, nous avons alors deux solutions. Enfin, nous avons une équation du second degré. Hein, donc il est assez clair qu'on devrait avoir deux solutions qu'on va appeler x1 et x2, qui peuvent être égales. Hein, donc non nécessairement distinctes. Enfin, pas distinctes de zéro, distinctes. Voilà, et ces deux solutions. Alors, vous pourriez me dire, je vais utiliser delta, sauf que utiliser delta, ça va donner des formules qui sont vraiment ignobles. Je dis pas que c'est pas impossible d'essayer de la jouer avec ça, mais il y a deux, trois trucs qui vont se poser comme question. Comme par exemple le fait que, est-ce que mon delta, j'en suis sûr, il est positif? Bon, a priori, ça ne devrait pas être très difficile de répondre à cette question. Quoique non, c'est peut-être pas si facile à répondre comme question. Mais bref, il y a une question, est-ce que le delta est positif, des trucs comme ça. Bon. Donc on pourrait penser à delta, mais en fait, il y a une autre chose qu'on pourrait faire, c'est penser aux relations coefficient-racine. Si on pense relation coefficient-racine, alors on voit que du coup la somme des deux racines, ça doit être égal à 3 fois y fois z. Très bien. Et le produit des racines, x1, x2, eh bien ça, c'est censé être égal à y carré plus z carré. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut obtenir donc une des deux solutions à partir de l'autre. Donc, si on connaît une des deux solutions, on peut obtenir l'autre solution. Et là, en l'occurrence, le truc un peu rigolo, c'est de se dire, ok, je sais déjà que x1 égale 1 convient. Et puis après, je peux m'amuser ensuite à remplacer y et z par 1, si je veux. Et quelle est l'autre solution que je vais obtenir en faisant ça? Quelle est la valeur x2 que je pourrais obtenir en faisant ça? Eh bien, si je fais ça, on pourra noter, donc si je pars du fait que x1 est ma première solution qui vaut 1,
et que y et z valent tous de 1, eh bien, on pourra noter que le nouveau triplet que je vais obtenir, ça va être 2, 1, 1. Donc, en effet, x2 n'a pas d'autre choix que de valoir 2. Et là, voilà, bah, j'ai réussi à trouver un autre triplet de Markov qui convient. Et là, vous pouvez vous amuser à le faire sur chacune des variables à partir de 1, 1, 1, et vous trouverez d'autres triplets de Markov qui conviennent par symétrie. Donc 1, 2, 1, et ensuite 1, 1, 2. Bien sûr. Et puis, plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce que vous pouvez recommencer sur la même variable? Eh bien, il se trouve que si vous recommencez sur la même variable, bah, vous avez déjà la connaissance de l'autre racine, donc ça ne va pas vous aider beaucoup. Par contre, si vous recommencez à partir maintenant du fait que vous avez 2, 1, 1, si vous vous amusez à le refaire, cette méthode, en remplaçant cette fois-ci le 1 par le résultat que vous allez obtenir, eh bien, vous allez changer le triplet que vous allez obtenir. Alors là, vous pouvez constater d'ailleurs qu'une formule, enfin, la formule qui a l'air de se dessiner, c'est que pour avoir la nouvelle racine que je vais appeler x2, eh bien, il va falloir faire y carré plus z carré sur x1. Ou alors, vous pouvez utiliser l'autre formule. Mais moi, je vais peut-être être un peu plus intéressé par la formule qui est ici. Et je fais la même chose pour les y. Hein. Donc, y2, ça va être x carré, parce que c'est enfin, les variables jouent des rôles symétriques. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux m'amuser à faire la même chose sur le y. Je vais avoir la même règle. Et si je m'amuse aussi à faire ça sur les z, eh bien, je vais me retrouver avec, en effet, x carré plus y carré sur z1. Et si je m'amuse à faire appliquer ces différentes règles, alors bah, en partant du triplet 1, 1, 1, je vais réussir à construire une famille de solutions. Donc là, bah, on a vu qu'on pouvait obtenir 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Et puis, si je recommence, alors là, ici, il y a une variable que je ne vais pas muter parce que je sais que si je remute en x, j'appelle ça d'ailleurs mutation. C'est vrai que je commence à utiliser des termes. Normalement, ça s'appelle relation d'échange, ce qu'on vient de mettre en place. Et d'ailleurs, il va y avoir une question de mutation. Je vais y venir. Je vais essayer d'y venir d'ici quelques instants. Mais bref, nous avons une relation d'échange, et cette relation d'échange, bah, si je le refais sur x, je vais revenir au point de départ. Donc ça ne sert à rien de le refaire sur x, il faut le faire sur y. Et donc si je le fais sur y ou sur z, eh bien, je vais obtenir 2, puis après, je dois faire 2 au carré plus 1 au carré, 5 divisé par 1, donc ça va me donner 5. Ici, je vais avoir bah, la même chose, mais le 5 est placé ici. Et puis là, vous pouvez refaire la même chose, vous allez avoir 5, 2, 1. Alors bien sûr, il y a des triplés qui vont être identiques, hein, ça, avec l'arbre, évidemment. Qu'est-ce qui me manque? J'ai fait 1, 2, 5. Voilà. Et puis ensuite, il me reste quoi? Donc 5, 1, 2 et 1, 5, 2. Bon, là, apparemment, ils sont tous égaux, mais c'est pas impossible de se retrouver avec des triplés qui sont égaux. C'est pas forcément. Voilà, c'est pas, a priori, c'est pas impossible. Et puis, je peux continuer comme ça. Voilà, je peux continuer comme ça à l'infini. Alors après, il y a une question qui se pose, c'est d'ailleurs, est-ce que ça va continuer comme ça à l'infini? Et en fait, il se trouve, il y a plusieurs choses très rigolotes là qui interviennent, avant que je passe vraiment aux algèbres ramassées. Il y a vraiment plusieurs choses qui apparaissent. Et, la première chose rigolote, malheureusement, je vais manquer de temps pour faire l'épreuve. Donc, je vais juste énoncer des résultats. Et il y a certains résultats qui peuvent se prouver assez facilement, d'autres peut-être un peu moins facilement. Un des résultats intéressants à démontrer, c'est le fait qu'il va y avoir une infinité de solutions en partant de 1. Donc, via cette procédure, on obtient une infinité de solutions. Très bien, donc une infinité de triplés de Markov. La deuxième chose, alors là on va commencer à rentrer sur les choses. Donc la première chose n'est pas, on va dire, elle peut être facile, mais à condition qu'on remarque quelque chose d'important. Et le quelque chose d'important que je vais le mentionner maintenant. Le quelque chose d'important, c'est de constater que à chaque fois, à chaque relation d'échange, et c'est ça qui est pas si évident à voir. Donc à chaque relation d'échange, eh bien la variable échangée croît strictement.
Alors, ça demanderait quelques petites vérifications, mais on peut en effet s'amuser à vérifier que entre x1 et x2, il y en a forcément un des deux qui va être strictement plus petit que l'autre. Donc, on a une stricte croissance de la variable échangée sur une relation d'échange. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à faire la même relation d'échange, comme on vient de le dire, à deux reprises, parce que si je suis deux fois la même relation d'échange, je vais redescendre. Mais l'idée, c'est que au moment où je fais, ce que je veux dire, c'est que on va avoir suivi la même relation d'échange. Donc, si je regarde une relation d'échange qui est donnée par une des branches que j'ai dessinées dans ce graphe là-haut, eh bien, sur cette relation d'échange, il y a toujours la variable qui est échangée, il y a toujours une valeur qui va être strictement plus grande que l'autre valeur. Et ça permet de dire plusieurs choses. Donc, le fait d'avoir ça, c'est déjà, ça met déjà en valeur le fait qu'on a une infinité de solutions. Donc, ça veut dire qu'en s'amusant rien que, par exemple, à faire la relation d'échange sur x, puis sur y, puis sur x, puis sur y, puis sur x, puis sur y, eh bien là, j'ai déjà une suite de solutions qui va tendre vers l'infini, puisque les valeurs x et y qui se substituent à étape par étape vont être de plus en plus grandes strictement. Donc voilà, ça c'est déjà un truc assez joli. Mais il y a encore plus fort que ça. Et ça, bah, ça va être une espèce de récurrence descendante, parce que si on suit les relations dans un sens, on croit à l'infini. Mais si on imagine qu'on a un triplet qui marche, un triplet de Markov qui marche, rien ne nous empêche, d'au lieu d'aller vers plus infini, de repartir en tentant d'aller vers le triplet 1-1-1. Et là, bah, l'astuce, c'est justement de faire ça. Si je commence par n'importe quel triplet et je m'amuse à redescendre suivant les relations d'échange qui peuvent me permettre de redescendre, alors c'est pas évident non plus de vérifier qu'il y a forcément une relation d'échange qui va me permettre de descendre strictement, donc il y a quand même un truc comme ça à vérifier. Mais si on assure qu'à chaque étape, il y a une relation d'échange qui permet de redescendre strictement, alors on peut démontrer que toutes les solutions s'obtiennent à partir de 1-1-1. Et c'est exactement une des propriétés des triplets de Markov. Donc en effet, tout triplet de Markov s'obtient, ah purée, s'obtient par une suite de mutations, de relations. Je commence à utiliser déjà le mot mutation, mais il ne faut pas que je l'utilise tout de suite. De relations d'échange partant du triplet 1-1-1. Donc voilà, donc bon, j'ai malheureusement pas le temps de me pencher sur les preuves de ces résultats-là. Je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'un autre Parlons Maths, pas pour tout de suite, mais on pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin sur ces choses-là si le cœur peut en dire à certains. Donc ok, je pense que c'est tout ce que je voulais raconter sur les triplets de Markov. Est-ce que j'essaie quand même de parler de l'autre... Ouais, ouais, je vais quand même en parler parce que ça permettra de motiver aussi les mutations en termes de cas, quoi. Donc là, première motivation, c'était les triplets de Markov. Et donc, les triplets de Markov, vous voyez que il y a un le truc qu'il faut retenir ici, c'est que nous avions une équation pourquoi différentielle? Diophantienne. Voilà. Nous avons une équation diophantienne. Et pour la résoudre, on a pu partir du triplet 1-1-1 et s'amuser à faire des relations d'échange. Et je pense que c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez ici, à cette étape-là. La deuxième motivation que j'aimerais donner, c'est les triangulations de polygones et les matrices totalement positives. Alors, pour cette deuxième motivation, on va se restreindre à des matrices de taille 2 fois n. Donc 2 fois, alors d'ailleurs pas 2 fois n, mais peut-être 2 fois n plus 2, je pense. Ouais, je crois que c'est n plus 2 qu'il faut que je prenne. Donc on va regarder des matrices de taille 2 fois n plus 2. Et on dira qu'une matrice est totalement positive. Ah purée. Totalement positive. Si et seulement si, pour n'importe quel mineur que je peux prendre dans ma matrice, donc mineur ici, ça veut dire qu'il faut que je fasse un déterminant. Donc là, ici, les mineurs que je vais surtout regarder, c'est les mineurs 2 fois 2 d'ailleurs. Donc pour n'importe quel mineur 2 fois 2 que je vais prendre,
Donc, disons ici, on a I1, I2, J1, J2. Alors, le déterminant de n'importe quel mineur de cette forme se doit d'être positif strict. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, une matrice est dite totalement positive si et seulement si on a cette propriété-là. Pour n'importe quel mineur, hein, d'accord? Donc, pour n'importe quel mineur de notre matrice. Et une question qui se pose, c'est combien de vérifications minimales il me faut pour vérifier qu'une telle matrice est totalement positive? Donc, la question que je vais poser est la suivante. Alors, ouais, peut-être pour un petit brin de motivation sur les matrices totalement positives, c'est lié à ce qu'on appelle la grassmannienne. Donc une histoire de coordonnées, ou en tout cas d'espace, de sous-espaces vectoriels. En fait, c'est la variété des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de données, ok, avec des dimensions précises. Et en fait, bah, pour caractériser des tels espaces, on peut se permettre d'utiliser des matrices. Et il se trouve que, il y a un gros intérêt à regarder ce qu'on appelle la partie positive du grassmannien. Et bon, bah, pour des grassmanniens d'une certaine forme, on peut se retrouver avec des matrices totalement positives. Ça correspondrait à la même chose que de regarder des matrices totalement positives. Il y a des questions aussi de coordonnées de Plucker. Bon, j'ai pas envie d'entrer dans trop de technicité, mais voilà, sachez qu'il y a derrière cette notion de totalement positivité euh, deux, trois intérêts géométriques, à la fois combinatoires, enfin bref, il y a tout un entremêlement de choses. Bref, donc là, la question que je pose un problème, parce que a priori, hein, quand on voit la définition, ça voudrait dire que quand on prend notre matrice, si je veux vérifier qu'elle est totalement positive, il faut que je m'amuse à faire une vérification sur tous les mineurs de ma matrice. Et tous les mineurs, ça veut dire qu'il faut que je sélectionne deux colonnes parmi les n plus 2 colonnes que j'ai sous la main. Donc, autrement dit, 2 parmi n plus 2, ce qui veut dire que je vais avoir n plus 2 fois n plus 1 divisé par 2 calculs à faire, ce qui est plutôt lourd, hein, c'est-à-dire, si on parle informatique, c'est du grand O de n carré, et grand O de n carré, c'est pas forcément très plaisant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut pas améliorer ce nombre de calculs? Donc, problème, quel est le nombre minimal Donc, quel est le nombre minimal de calculs à faire? Donc là, de calcul, j'entends ici de mineurs à calculer, pour vérifier qu'une matrice est totalement positive. Et là, il se trouve qu'il y a un truc très rigolo qui va se produire. C'est une relation. Une relation qu'on appelle la relation de Ptolémée. Donc ça s'appelle la relation de Ptolémée, qui dit la chose suivante. Alors, je vais me permettre de donner un nom à mes mineurs, juste pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc là, bon, j'ai dit I1, I2, ça veut dire que en gros, j'ai pris la colonne I, et ici, j'ai pris la colonne J. Donc je vais me permettre d'écrire le mineur correspondant au fait que j'ai pris la colonne I et la colonne J comme étant le mineur delta IJ. Ok, donc je vais les noter comme ça. Et donc on a une relation assez rigolote qui est la relation de Ptolémée, et qui dit la chose suivante. Alors, là, j'ai un petit doute sur ma façon de l'écrire. Bon, alors, je vérifierai peut-être après coup comment je dois ordonner le IJ, parce que là, j'ai plusieurs indices qu'il faut faire apparaître. Je crois IJK, hum, IJKL peut-être, même. Je crois que c'est IJKL qu'il va falloir faire. Bon, bah, bref, je vais essayer de faire de mon mieux. L'idée est en tout cas de dessiner un parallélogramme. Tac,
tac, tac, tac. Et les diagonales de ce parallélogramme, et ces diagonales, je vais les écrire d'une autre manière, je vais les faire en rouge, exprès. Alors, c'est là où j'ai un doute sur quel est l'ordre de IJK, mais bon, disons qu'on a ici, je vais noter les sommets avec des entiers, les entiers qui correspondent aux colonnes que je vais sélectionner, et j'imagine que je dois faire en sorte, voilà, je vais faire qu'une hypothèse, peut-être que l'ordre, c'est un peu différent de ce que j'écris, mais c'est pas grave. C'est au moins pour vous donner l'idée. Donc j'imagine qu'il faut une condition de la forme que je viens d'écrire, j'imagine. Bref, donc à chaque fois que je vais avoir un parallélogramme de cette forme, les diagonales, je peux les voir comme les mineurs qui correspondent aux différents calculs de déterminants que j'ai besoin de faire. Donc delta JK, delta KL, et ici delta IL. Hein, je mettrai toujours le plus petit avant le plus grand. Et bah, on a deux diagonales qui apparaissent ici, donc je vais les nommer. Ici, on a la diagonale delta IK, et ici, on a la diagonale delta JL. Et la relation de Ptolémée, en espérant ne pas avoir fait trop d'erreurs sur l'ordre des indices, nous dit la chose suivante. Si on regarde le produit de delta JL avec delta IK, eh bien, il se trouve que celle-ci va être égale au produit. Alors, je crois que c'est les côtés opposés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on devrait avoir delta IJ fois delta KL plus. Bon, on pourrait s'amuser à le vérifier après, hein, mais. Donc, delta IJ, delta KL fois ensuite delta IL, pardon, fois delta JK. Donc voilà ce que, à condition que je ne me suis pas planté sur l'ordre des indices, et que je ne me suis pas planté non plus sur le fait que c'est bien les côtés opposés qu'il faut mettre en produit. Voilà la relation qui a l'air de se profiler dans nos calculs. Bon, ça, je vous laisse le soin de le vérifier sur des exemples, éventuellement de vous amuser à le prouver si vous sentez chaud à faire du calcul. Mais voilà, ça s'appelle la relation de Ptolémée. Et bah, c'est une relation assez rigolote qui donc établit des liens entre des produits de mineurs. Et là, le truc hyper important à constater, c'est la chose suivante. Si je connais, si je connais le signe, donc peut-être à supposer que les deltas qui sont en jeu sont non nuls, quitte à supposer peut-être que tous les deltas qui sont en jeu sont non nuls. Si je sais déjà que ces quatre-là sont positifs, eh bien, il me suffit de savoir si l'un des deux deltas rouges est positif pour savoir si l'autre est positif. Et donc là, mine de rien, on va avoir diminué le nombre de calculs de mineurs que nous avons à faire pour pouvoir savoir si une matrice est totalement positive. Et là, il y a un truc hyper rigolo à faire grâce à ces relations de Ptolémée et à constater, à démontrer. Donc là, je vais juste énoncer le résultat, puis ensuite, on va faire juste un petit exemple pour voir qu'est-ce qui se passe. Euh, Enfin, ce que je veux dire, c'est bon, je vais peut-être pas m'amuser à faire tous les calculs, mais je veux juste montrer un exemple de choses, un exemple de collection de mineurs qu'il faudrait calculer pour vérifier si une matrice est totalement positive. Car oui, en effet, la règle de Ptolémée nous dit clairement que si nous prenons les diagonales d'une certaine figure et que nous avons donc deux diagonales qui se croisent dans un parallélogramme, alors on peut juste garder une des deux diagonales. Parce que si on sait la valeur, si on sait la positivité de l'une de ces valeurs, diagonale rouge, alors on a l'autre. Vous voyez? Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a ce type de configuration, on va pouvoir enlever une diagonale. Et donc si vous faites ça à toutes ces configurations-là qui vont apparaître dans le dessin maximal, si on écrivait toutes les mineurs qu'on obtiendrait, enfin qu'on pourrait calculer, eh bien la conclusion serait qu'en fait, il nous suffit de considérer un, une, je vais y arriver, une triangulation d'un certain polygone pour pouvoir conclure. C'est ça qui est assez rigolo. Donc en fait, il suffit de déterminer une triangulation d'un polygone. Donc là, ici, il y a un polygone n plus 2. Et il suffit de faire ça pour pouvoir conclure la positivité. Donc en fait, pour conclure, alors je ne fais pas la preuve, encore une fois, parce que ça demanderait énormément de temps. Donc pour conclure la
propriété TP sur. Bon, quoi que ça ne demande pas si énormément de temps que ça. C'est plus une question de explication combinatoire qui peut être un peu longue à faire. Mais sinon, c'est bon, c'est peut-être pas si long que ça, parce que si vous avez compris qu'en effet, il faut enlever les diagonales à chaque fois qu'on a cette configuration, bah en fait, vous allez comprendre que très vite, on va pouvoir enlever tous les diagonales, quasiment tous les croisements qui vont apparaître. Et bah, en enlevant tous les croisements, à la fin, on conclut. Je pense que si vous avez ça, grosso modo, en tête, eh bien, bon, même si, voilà, il y a quand même du détail à faire. Mais à mon avis, il y a du détail quand même à faire. On peut pas dire juste ça comme ça. Il y a des trucs à dire en plus. Mais bref, donc pour conclure la propriété TP sur une matrice, sur n'importe quelle matrice, c'est ça qui est important. Matrice 2 fois n plus 2, il suffit que delta IJ soit strictement positif pour tout couple IJ appartenant à une triangulation, euh, du n plus 2 cône, disons convexe. Alors, je vais faire un petit exemple juste pour voir. Si par exemple je dessine, donc si je considère n égale 4, disons, donc si je prends n égale 4, ça veut dire que je dois faire un polygone à 6 côtés, donc j'ai un hexagone. Voilà. Donc 1, 2, 3. Il faut que je numérote les sommets comme je suis en train de le faire, hein. 6. Donc si je m'amuse à prendre ce polygone-là, et je considère maintenant une triangulation de ce polygone, donc c'est quoi une triangulation? C'est le fait de découper mon polygone en triangle en utilisant ici des diagonales de mon polygone. Et donc là, bah, une triangulation possible, ça peut être ça. Attends, je vais essayer quand même de faire un exemple. Ouais, je vais faire l'exemple assez, un exemple assez rigolo. Donc si je prends celui-là, donc voilà, ça c'est un exemple de triangulation. Eh bien, il se trouve que là, si je m'amuse à calculer donc, étant donné une matrice, si je m'amuse à calculer delta 1 de delta 2, 3, alors, je suis en train de réfléchir si j'ai vraiment besoin des bords de mon polygone. Mais je pense que oui, j'ai besoin des bords de mon polygone. Donc si je m'amuse à calculer delta 1 de delta 2, 3, delta 3, 4, etc. jusqu'à delta 1, 6, et que je calcule maintenant seulement 1, delta 1, 3, delta 3, 5 et delta 1, 5, si je calcule ces différents mineurs-là, eh bien, ça me suffit pour conclure que la matrice est totalement positive. Et donc, j'ai pas besoin, par exemple, de calculer euh, le delta 2,5. Pourquoi? Bah, parce que le delta 2,5, eh bien, ça vérifie la règle de Ptolémée avec cette diagonale qui est ici, la diagonale 1,3. Donc, bah, grâce à ça, si je sais déjà qu'on a la positivité sur 1,3, 2,3, 3,5, etc., enfin toutes les diagonales qui sont déjà présentes sauf la bleue, eh bien, je conclus la positivité sur la bleue que j'ai dessinée. Mais du coup, rien ne m'empêche de changer de la triangulation que j'aimerais regarder, hein, bien sûr. Là, j'en ai choisi une, je pourrais très bien décider d'en regarder une autre, en disant, bah, pourquoi pas, au lieu de regarder la triangulation que j'ai posée, regarder la triangulation en remplaçant 1,3 par 2,5. Ou peut-être éventuellement, peut-être plus intéressant pour vous, vous pourriez vous dire, je vais fixer la colonne 1 et je vais regarder tous les mineurs par rapport à cette colonne 1. Ça paraît pas trop bête à faire. Bah oui, pourquoi pas. Et donc, bah, vous pouvez très bien regarder à la place de la triangulation, parce que ça marche pour n'importe quelle triangulation, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez très bien prendre la triangulation suivante. Alors, on va essayer de la dessiner correctement quand même. Vous pouvez très bien prendre la triangulation suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, bah, au lieu de vérifier 1, 3, on va plutôt, pas 1, 3. Au lieu de vérifier 3, 5, on va plutôt vérifier 1, 4. Et à la fin, bah, on arrivera à conclure la totale positivité. Et donc là, vous pouvez poser la question, mais du coup, combien est-ce qu'on a de diagonales dans une triangulation d'un polygone? Eh bien, alors déjà, il faut compter le nombre de côtés dans le polygone, donc là, on en a n plus 2, bien sûr, et après, il faut compter le nombre de diagonales qu'il nous faut pour couper en triangle. Donc là,
pour n égale, enfin, pour 6, pour un polygone à 6 côtés, il nous faut 3 diagonales. Pour un polygone à 7 côtés, il en faudrait 4, etc., etc. Par récurrence, il n'est pas si difficile de voir que, bah, au final, le nombre de mineurs à calculer, ah, purée, de mineurs à calculer, ça va être, donc du coup, n plus 2 plus n-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc 6 moins 3, ça fait bien 2. Voilà, c'est ça. Donc ça nous fait 2n plus 1. Et donc là, vous pouvez constater qu'on a alors réduit grandement la complexité du nombre de calculs à faire pour savoir si une matrice est totalement positive. En effet, au lieu de se retrouver avec une complexité quadratique, on se retrouve avec une complexité linéaire. Donc c'est beaucoup plus pratique pour vérifier si une matrice est totalement positive, notamment une très grande matrice, parce que oui, vous pourrez me dire, pour une petite matrice, on peut avoir à peu près le même nombre de calculs, ce qui est pas totalement faux, mais si on part sur une matrice très grande, eh bien, on aimera plus faire un calcul à partir d'une triangulation plutôt que de faire le calcul bourrin en partant donc sur le calcul de n'importe quel euh, je vais y arriver à finir cette phrase, sur le calcul de n'importe quel mineur. Voilà, c'est ça. Donc, surtout les mineurs, c'est ça que je veux dire. Bien. Et ici aussi, vous pourrez constater qu'il y a apparemment une espèce de règle de mutation et une règle de relation d'ordre. Donc là, une règle de mutation, ça serait donné par cette petite propriété. Quand j'ai un quadrilatère et que j'ai et que j'ai déjà une diagonale qui est présente, bah rien ne m'empêche de changer cette diagonale dans mon quadrilatère en la diagonale opposée, son autre diagonale, là, l'autre diagonale qui croise dans le même parallélogramme. Alors ça s'appelle une mutation, ça peut s'appeler un flip ici, ou un flip. Donc voilà, c'est le fait de changer une diagonale par une autre dans un parallélogramme, ou en tout cas dans un quadrilatère plutôt convexe. Et donc ça, c'est une chose qu'il fallait que je mentionne. Et l'autre chose, c'est on a aussi une relation d'échange qui se comporte un peu de la même manière, car en effet, vous pouvez constater que vous avez un produit de deux variables qui est égal à une expression par rapport à d'autres variables, et bon, bah, grâce à ça, bah, vous allez pouvoir déterminer alors la valeur d'une des deux variables grâce à l'autre et grâce à la relation. Ouais, vous avez pu constater qu'il y a une lumière qui saute, bon, en espérant qu'elle sera pas trop embêtante. Ok, bah, je pense que je vais pouvoir enfin parler un peu plus de la définition de ce qu'est une algèbre amassée. Et je vais le faire avec un premier exemple et ensuite un deuxième exemple, parce que bon, voilà, par question de temps, je vais peut-être pas pouvoir rentrer dans les détails. Pour vous donner un peu le principe d'une algèbre amassée. Donc le principe d'une algèbre amassée, donc définition par l'exemple, c'est vous avez la donnée de deux choses. Vous allez avoir besoin de la donnée d'un carquois, donc soit Q un carquois. Donc un carquois, pour ceux qui se souviennent pas ou qui l'auraient pas vu auparavant, puisque bon, j'en ai quand même déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un graphe orienté, hein, d'accord? Donc qui dit graphe orienté. Je vais pas y arriver. Graphe orienté. Donc c'est un graphe orienté, ça veut dire que vous avez des sommets et des flèches entre les sommets. Et je vais demander quand même des conditions supplémentaires, c'est que ce graphe il doit être fini. Donc ça veut dire que le nombre de flèches et le nombre de sommets, ouais, sont finis. Et le deuxième truc que je vais demander, c'est qu'il n'y ait pas de deux cycles. Donc, pas de boucle et pas de deux cycles. Donc pas de boucle. Je vais y arriver. Pas de boucle et pas de deux cycles. Donc pas de boucle, c'est des choses qui ressemblent à ça. Tac. Et pas de deux cycles, bah, c'est des choses qui ressemblent à ça. Voilà. Donc il est interdit
d'avoir ce genre de pattern dans le graphe orienté. Alors, je vais vous en proposer un premier qui va être très important par rapport à un des exemples que nous avons vus. Tac. Donc voilà. Voilà un carquois qui vérifie les deux propriétés que j'ai citées. Enfin, en tout cas, toutes les propriétés que j'ai citées. On a un graphe fini. Ici, il y a 3 sommets, 6 flèches. Et nous avons ni boucle, ni deux cycles. Donc, tout va bien. Et on va numéroter les sommets de 1 à n. 2, 3. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va aussi considérer un ensemble de variables. Donc, l'ensemble de variables, je vais la noter ici. x1, x2, x3. Ok, donc le xi, ça va être la variable associée au sommet i de votre carquois. Donc il arrive souvent qu'au lieu de dire on a le carquois et le triplet, on rentre les valeurs du triplet dans le carquois directement. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre x1 à la place de, donc je vais le faire même, on peut écrire x1 à la place du sommet 1, x2 à la place du sommet 2, x3 à la place du sommet 3, et voilà. D'accord, donc on peut très bien combiner un petit peu les deux données en une seule, juste pour que ça soit un petit peu plus sympa. Même si, bah, si on commence à se lancer à faire beaucoup de calculs, vous allez le voir à cause des relations qu'il faut satisfaire, eh bien, on peut se retrouver avec quelque chose de pas très joli. Donc, à essayer de placer dans un graphe comme ça, c'est pas évident. Bref, ok, donc on commence avec cette donnée-là, et on va faire deux choses. On va effectuer ce qu'on appelle d'un côté une mutation sur le carquois. Donc, d'un côté, on a une mutation à faire. Et de l'autre côté, on va avoir une relation d'échange. Ok, alors, par quoi je commence? Je vais commencer peut-être par la relation d'échange. Alors, la relation d'échange, je vais prendre un sommet, n'importe lequel. Donc, on considère I un sommet. Donc, les sommets s'écrivent Q0, hein, l'ensemble des sommets. Et donc, bah, la relation d'échange en I, eh bien, ça va être la donnée d'une nouvelle variable qu'on va appeler xi', telle que la relation suivante est satisfaite. Xi' fois xi, ça va être égal au produit pour les flèches qui entrent, enfin qui sortent de, bon peu importe, qui sortent de i vers une variable qu'on va appeler j, des xj, plus le produit donc le produit des flèches qui entrent en i cette fois-ci, donc k, voilà, donc des xk. Et il faut faire ça sur toutes les flèches. Et donc on peut définir alors une nouvelle variable xi' comme étant bah, en fait cette opération-là, produit des xj plus produit des xk divisé par xi. Donc voilà, la relation d'échange c'est ça, et en effet on peut alors changer notre variable, enfin notre famille de variables x1, xn en la famille de variables x1, et là à la place de xi je mets xi', xn. Voilà. Donc ça c'est pour la relation d'échange. Est-ce que je fais ça sur l'exemple? Oui, je vais tout de suite faire ça sur l'exemple. Alors, si je m'amuse à faire ça sur l'exemple, disons que dans notre exemple, i c'est égal à 1. Donc, si je fais sur i égale 1, vous avez quoi? Bah, vous avez x1' fois x1 qui doit être égal au produit des flèches qui sortent de i. Donc là, vous avez deux flèches qui sortent de 1 et qui rentrent dans quelle variable? Dans x2. Donc k égale 2, hein, x2. Donc, pardon, j égale 2, donc x2. Donc du coup, on se retrouve avec finalement x2 fois x2, donc ça va faire x2 au carré. Et je vais additionner à cela bah, la même chose avec les flèches qui rentrent. Là, les flèches qui rentrent en 1, bah, j'en ai 2 aussi. Et elles viennent tous deux du même sommet qui est 3. Donc je vais me retrouver avec x3 au carré.
Alors, si vous avez bien suivi ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Et en effet, ça doit vous faire penser à quelque chose, puisque si vous avez bien suivi, cette relation-là, c'est exactement la relation que j'avais encadrée ici. Alors certes, pas écrit de la même manière, mais c'est exactement la relation que j'ai écrite ici. C'est-à-dire que vous avez x1' fois x1 qui est égal à, en effet, x2 carré plus x3 carré. Si vous remplacez y et z par x2, x3, x et x1, disons, et puis après, bah, vous mettez x1' à la place de l'autre x2, enfin bref. Voilà, et bah, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça, hein, on pourrait constater. C'est pas pour rien que ça ressemble beaucoup à ça. Donc très bien. Hop. Donc voilà ce qu'il en est pour déjà la relation d'échange. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour la mutation. Alors pour la mutation, ça va paraître moins clair, mais vous allez voir que grâce à la deuxième motivation, ça va devenir un petit peu plus clair. Pour effectuer une mutation, donc cette mutation va changer mon carquois Q. Donc encore une fois, il faut que je choisisse un sommet d'ailleurs. Donc là, ici, je vais choisir le même sommet I. Parce que d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parallèle. D'un côté, on va faire une mutation en un sommet I, et de l'autre côté, on fait la relation d'échange sur le même sommet I. Et généralement, on va procéder à plusieurs reprises à faire des mutations sur tous les sommets possibles du Carquois jusqu'à un moyen, disons, de. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que ça se termine, d'une certaine manière. Même si il y a de grandes chances que ça se termine jamais. Mais le principe, c'est surtout d'essayer de le continuer jusqu'à peut-être une espèce de clôture, si vous voulez. Bref, je vais y revenir d'ici quelques instants. Laissez-moi d'abord le temps de bien expliquer ce qu'il en est pour cette mutation, parce que là, ça va être un peu plus corsé. Donc, si je veux faire une mutation en un sommet I, alors étape par étape, la première étape, c'est à chaque fois que je verrai un chemin de longueur 2 qui passe à travers I, eh bien, je vais ajouter une flèche qui va aller de K vers J, donc de la source de mon chemin de longueur 2 vers le puits de mon chemin de longueur 2. Alors, hop, je prends mon carquois là, copier, coller. Donc si je m'amuse à le faire pour i égale 1, encore une fois, hein, restons avec le même sommet. Donc pour i égale 1, bah là j'ai beaucoup de chemins de longueur, euh, de longueur 2. J'en ai 4 en fait de chemins de longueur 2. Donc il faut vraiment que je compte tous les chemins de longueur 2 qui seraient possibles. Alors si je me permets de donner des noms à mes flèches pour l'instant, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe, donc A, B, C, D, eh bien les chemins que je peux faire c'est CA. Je peux aussi faire euh, donc c'est vrai que normalement, il y a un choix aussi sur la lecture des flèches. Bon, permettez-moi de simplifier et de le lire juste dans le sens du chemin, de la lecture du chemin, même si il y a d'autres conventions pour la composition qui normalement sont des trucs plus simples à manipuler d'un point de vue algébrique, mais bref. Bon. Donc on a CA, ensuite on a CB. Il n'est pas question de parler de carte bancaire. Euh, Pourquoi je pense à ça, je sais pas, je suis fatigué peut-être. DA, et puis la dernière flèche, bon, même si les flèches ne vont pas vers le sommet 2, normalement elles devraient aller vers le sommet 2. Vous avez ensuite le dernier, c'est DB. Donc voilà, vous devez ajouter une flèche à chaque fois que vous avez un chemin de longueur 2 qui passe à travers le sommet. Et ce, même si vous utilisez plusieurs fois la même flèche. Ok. Donc ça, c'était la première étape. Déjà, ça commence à être pas très très joli, mais bon, soit. Deuxième étape. Tac. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est bah, je vais changer le sens des flèches. Donc, c'est-à-dire, là, j'avais mes flèches enfin, je vais changer le sens des flèches qui sont, euh, euh, comment on dit? Adjacents? Non, c'est pas adjacent. Qui ont, bon, on va dire ça comme ça, qui ont pour source ou pour puits le sommet I. Voilà. Donc, du coup, incident, voilà, c'est ça. Les flèches incidentes. Et donc là, bah, les flèches qui rentraient en I vont devenir des flèches qui sortent en I, et les flèches qui sortaient en I rentrent en I à présent. Donc là, je vais me retrouver avec K et J comme tantôt. Et bon, là, je ne vais pas dessiner la flèche bleue, mais normalement, je devrais avoir les flèches bleues qui sont encore présentes. Très bien. Alors, quel est le résultat que je vais obtenir? Donc, je vais repartir de ça. Copier, coller.
OK. Et donc ça veut dire alors que vous devez changer le sens des flèches A, B, C, D au final. Donc c'est ce que je vais faire. Je change le sens de ces flèches. Donc je me retrouve avec... je suis en train de me demander dans quel sens j'ai mis les flèches. Voilà, c'est ça. Donc dans l'autre sens du coup. Tac, tac, et tac, tac. OK. Et la dernière étape, bah, vous pouvez constater que le carquois que j'ai obtenu pour l'instant, c'est un carquois avec des deux cycles. Enfin, il a des deux cycles. Bon, bah, on va se débarrasser des deux cycles. Donc, à chaque fois que je vois un deux cycles, je le supprime. Supprimer les deux cycles. Et alors, vous pourriez me poser une question, parce que là, il y a plein de deux cycles. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer par paire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si je décide d'enlever un deux cycles, ça veut dire que je vais enlever les deux flèches qui correspondent à ce deux cycles. Et bon, là, il y a plusieurs choix possibles, a priori. Mais en fait, tous ces choix vont me donner à la fin le même résultat final. Et c'est pas évident à avoir de prime abord, mais à vrai dire, bon, ça peut faire totalement sens quand on fait un dessin de la sorte. Mais c'est vrai que d'un point de vue étiquetage, ça va pas donner toujours le même carquois. C'est vrai que ça va pas marcher. Mais par contre, enfin, d'un point de vue juste étiquetage, mais si on oublie l'étiquetage, ça donnera le même carquois. Et de toute façon, nous, ce qui va nous importer, c'est le résultat sans tenir compte de l'étiquetage. Donc, copier. Ah, c'est dommage que j'ai pas assez de place. Bon, tant pis. Tac. Yes. Alors, donc je vais supprimer les deux cycles. Alors, j'ai le choix, à vrai dire. Donc, je vais, par exemple, disons, j'enlève CB par rapport à une des flèches qui allait de 2 vers 3. Et puis, disons que je vais enlever DA par rapport à une des flèches, l'autre flèche hein, qui allait de 2 vers 3. Et voilà, je viens donc de supprimer tous les deux cycles qu'on pouvait avoir. Et donc c'est terminé, je viens d'effectuer la mutation du carquois Q au sommet 1. Donc le résultat que je viens d'obtenir, c'est ce que je vais appeler mu1 de Q. Et donc, ce que je vais appeler l'algèbre ramassée, donc l'algèbre ramassée associée à Q, c'est en fait l'algèbre engendrée, engendrée par, en tant que polynôme, engendrée par les variables obtenues par suite de mutation. Donc par suite de mutation de Q avec le triplet X1, Xn. Et donc là, ce que j'appelle mutation de la paire, c'est que vous partez donc de variables formelles, X1, Xn, et vous vous amusez ensuite à prendre votre carquois et vous faites toutes les mutations du carquois. Et en même temps de faire la mutation de carquois, vous allez appliquer la relation d'échange. Donc là, la relation d'échange donne lieu à une mutation, bien sûr. Je vais peut-être quand même le dire de l'autre côté. Mutation, et cette mutation, c'est justement la relation d'échange. C'est vraiment lié à la relation d'échange. C'est la même chose. Voilà. Très bien. Et donc, bon, bah, pourquoi cet exemple est quand même marquant là par rapport au fait que j'ai dit que c'était lié à cette question de triplet de Markov, c'est que vous pouvez constater que le carquois que je viens d'obtenir à la fin, ça n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le carquois opposé, c'est-à-dire j'ai juste changé le sens des flèches. Ça veut dire alors que la règle de calcul, à chaque fois que je vais vouloir faire une substitution, ça sera toujours la même. C'est-à-dire que là, par exemple, si je voulais m'amuser maintenant à remplacer x2 par justement x2' et refaire les mutations, ben à la fois je vais me retrouver avec le carquois renversé à nouveau, donc le même carquois que celui de départ, et les règles de calcul vont être les mêmes. x2, x2', ça doit être égal à x1 carré plus x3 carré. Ça veut dire alors que les triplets de Markov, donc c'est en cela que cet exemple est intéressant,
Les triplés de Markov, eh bien, ça va être toutes les graines. C'est d'ailleurs le mot technique parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. Alors, c'est pas toutes les graines. Oui, c'est ça, c'est toutes les graines. Ça va être lié à toutes les graines. Bon, normalement, les graines, ça doit être la paire Q avec l'ensemble des variables, mais bon. Ou peut-être on peut dire que c'est aussi l'ensemble des variables. Ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est tous les triplés que je vais obtenir à partir de 1, 1, 1 avec mon carquois. Donc, ça va être l'algèbre amassée. Si vous voulez, ça va être l'algèbre amassée. On va l'écrire comme ça. C'est l'algèbre amassée du carquois Q sur les variables, donc le carquois Q ici étant celui avec lequel j'ai commencé. Donc, tac, tac, 3, tac, tac. Avec comme particularité d'évaluer x1 en 1, x2 en 1 et x3 en 1. Voilà, c'est totalement lié à l'algèbre amassée que l'on obtiendrait pour les variables x1, x2, x3 à condition qu'on remplace toutes les variables x1, x2, x3 par 1. Donc ça c'est rigolo déjà. Ça c'est la première chose qu'il faut que je mentionne. Maintenant la deuxième chose, parce que vous pourriez me dire, mais elles viennent d'où ces règles de mutation? Eh bien, si je vous dis qu'elles sont liées hein, d'une manière ou d'une autre, bon même si c'est pas direct, elles sont liées d'une manière ou d'une autre aux triangulations et aux flips de triangulation. Je suis sûr que sur le moment vous ne me croirez pas. Alors bah, je vais vous montrer qu'en effet c'est lié aux flips de mutation grâce à l'exemple que nous avons vu tantôt. Tac, tac. Alors, tac, je redessine mon triangle de tantôt et je vais refaire le même. Tac, 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 tac. Et donc le même, l'autre triangulation que nous avons vue, c'était celui-là. Bien. Eh bien, si je m'amuse à regarder les deux carquois, alors on peut associer un carquois à une triangulation. Déjà, ça c'est une chose intéressante. Pour associer un carquois à une triangulation, alors ça dépend si vous avez vu la saison 2 du coin recherche. Si vous avez vu la saison 2 du coin recherche, ça va peut-être beaucoup plus vous parler. Si vous l'avez pas vu, bah, c'est pas grave. Vous allez le découvrir sur le moment. Ce qu'on fait, c'est que chacune des diagonales correspond à un sommet du carquois. Donc là, j'ai une première triangulation, une deuxième triangulation. Ensuite, je me donne une orientation sur mon polygone. Alors ici, décidons de l'orientation en disant que chacun des sommets, ça va être anti-horaire autour de chacun des sommets. OK. Et à chaque fois que je vois un angle comme ça, eh bien, je vais faire une flèche qui suit l'orientation et qui relie les deux sommets. Donc là, en l'occurrence, pour le premier, ça va me donner tout simplement un triangle orienté de la forme de la manière suivante. Et pour l'autre, eh ben, ça va me donner tout simplement une ligne, comme ceci. Très bien. Alors maintenant, si je considère juste le graphe, donc euh, on va mettre des numéros 2 et 3. Et si je considère faire une mutation, alors on est parti, si on fait une mutation, vous allez voir, chose très très rigolote, que la mutation du carquois en n'importe quel sommet ici, bon là ici, a priori ça serait sur le sommet 2, la mutation sur le sommet 2 va me donner le carquois qui est ici. Alors, faisons ça. Si je fais la mutation sur le sommet 2, je vais mettre une autre couleur. Hop, alors, bah, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec. Je vais refaire les étapes juste pour que vous puissiez bien suivre. Donc d'abord, je vais regarder les chemins de longueur 2 qui passent à travers 2. Là, il n'y en a qu'un seul. Donc du coup, je me retrouve avec la chose suivante. 2, 3, donc tac. Et là, j'ai une nouvelle flèche qui va de 1 vers 3, comme ceci. Donc ça, c'est étape 1. Étape 2, il faut que je renverse les flèches qui sont incidentes au sommet 2. Donc je dois faire la chose suivante. J'ai donc 1 vers 3. Et ça reste dans ce sens-là. Et je change le sens des flèches. Donc si je change le sens des flèches, je me retrouve avec ceci. Je vais essayer de conserver les couleurs. Très bien. Et la troisième étape, on doit supprimer, j'avais le mot anglais avant le mot français, on doit supprimer les doubles cycles.
Donc là, enfin les doubles cycles, les deux cycles, pardon. Donc les cycles de longueur 2. Et là, il n'y en a qu'un seul de cycle de longueur 2, c'est celui-là. Donc je dois supprimer ce cycle de longueur 2. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens le carquois, comme quoi je vous avais pas menti, le carquois que j'avais mentionné, et qui est donc le résultat du flip de la triangulation que nous avions au départ. Donc tout ça pour dire que les règles de mutation ne sont pas là par hasard. Il y a en effet une justification géométrique qui permet d'expliquer pourquoi. Alors bien sûr, c'est pas que géométrique, hein. Il y a aussi la question encore une fois d'un lien avec des calculs de mineurs, et c'est justement les coordonnées de Plucker, des choses comme ça dans le cas des Grassmanniennes. Bref, il y a vraiment des liens assez forts avec ce genre de relations qui ont permis de mettre en place ces règles-là de mutation. Et bon, bah, je n'ai malheureusement pas beaucoup plus de temps parce que bon, ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute là, mine de rien. Mais il y a pas mal de trucs qu'on pourrait discuter, comme bah, par exemple, quelles sont les conditions pour lesquelles est-ce que l'algèbre amassée serait de dimension finie? Voilà, bah, c'est pas une question super évidente à faire. Parce que comme je vous l'ai dit, a priori, en général, ce qui va se passer, d'ailleurs, voilà, je spoil un peu, mais sans dire le résultat final, je spoil un peu parce que peu importe le carquois avec lequel vous allez démarrer, si vous faites un carquois pas gentil, vous allez vous retrouver avec une infinité de variables. Et donc, vous allez vous retrouver avec une dimension finie sur Q, infinie sur Q, c'est sûr. Donc, c'est quand même pas une question super évidente. Il y a aussi une autre question liée aux mutations de Carquois. Comme vous pouvez constater, là, le Carquois qui a donné les triplés de Markov, qu'on appelle d'ailleurs Carquois de Markov, hein, au passage, euh, ce Carquois-là, il a une propriété d'être de mutation, de type de mutation finie, c'est-à-dire que si je m'amuse à faire des mutations sur tous les sommets possibles de ce carquois et faire n'importe quelle suite de mutations, eh bien, je n'ai qu'un nombre fini de carquois que je vais obtenir. Et là, en l'occurrence, j'en obtiens que deux, lui-même et son opposé, le carquois où j'ai renversé toutes les flèches. Et bon, bah, une question qu'on peut se poser, c'est aussi bah, quels sont les carquois qui donnent un nombre de mutations fini? Ça aussi, c'est pas une question facile à répondre. Ouais, il y aurait encore plein d'autres trucs que je pourrais raconter. Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Déjà 1 heure de parlons maths, et voilà. Et en plus, c'est quand même pas mal de, de l'impro, hein, voilà. Parce que je suis vraiment parti, c'est même plus que pas mal de l'impro, c'est beaucoup d'impro. Mais bon, c'est un sujet que je connais assez bien, et donc, bon, j'avais hésité si j'en faisais un coin recherche, mais bon, normalement, les coins de recherche, c'est quand même bien consacré à des trucs que je fais en recherche. Et quand je dis je fais en recherche, c'est vraiment lié à des articles de recherche que j'écris. J'aimerais que ça reste un peu comme ça. Et donc, je pense que parler de algèbre avancée, ça a tout à fait sa place ici dans Parle Maths. Donc, probablement, dans un futur épisode, on pourra revenir là-dessus et puis parler des autres problématiques des algèbres amassées. Je pense que ça peut être très chouette. Je sais que je suis en train d'enclencher plusieurs sujets de mathématiques là, à travers des parlons maths, mais j'espère en tout cas vous attraper, vous catcher, parce que c'est le mot attraper en anglais. Mais c'est aussi le catch, voilà, c'est pour ça que ça me fait marrer. Mais j'espère vous catcher donc sur quelques-unes de quelques-uns de ces topics. Et bah, là encore une fois, c'est un mot anglais. Et bah, quand l'occasion se présentera, si je me lance à en effet aller un petit peu plus loin sur l'un de ces sujets, eh bien, bah, j'ose espérer que ça vous intéressera davantage d'en savoir plus. Voilà, tout simplement. Donc, je vous ai lancé un petit peu plus sur les questions d'homotopie d'un côté et l'algèbre topologique, enfin l'algèbre, euh, pas algèbre homologique, pas vraiment encore, parce que bon, faudrait rentrer dans plus de détails, mais de la topologie algébrique, c'est ça que je voulais dire. J'ai mélangé des mots. La topologie algébrique, je vous ai lancé sur des questions de treillis il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis là, je vous lance un autre sujet, les algèbres amassées. Voilà, je trouve que ce sont des sujets très emballants et bon, voilà, c'est quand même l'occasion de vous partager tout ça. Bon, bah, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Voilà, je pense que j'ai fait le taf. Donc, écoutez-moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne fin de soirée. Encore désolé pour ce retard, mais voilà, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on peut pas, voilà, on peut pas tout maîtriser à la perfection, c'est comme ça. Et de toute façon, ce serait une erreur de croire qu'on peut maîtriser tout à la perfection, c'est pas vrai. Bref, bah des bisous. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien, mais des bisous.
Je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. J'essaierai de vous tenir au courant au plus vite sur ce qu'on va, enfin sur le fait qu'on fasse déjà un live le samedi 29. Et si tel est le cas, essayez de vous dire un peu en avance si on fait soit une colle du soir, bon même si ça ne sera pas tout à fait le soir, mais c'est pas grave, soit si on fait une colle du soir ou si on fait à nouveau un nouvel épisode de Parlons Maths. Je pense que les Parlons Maths, je suis plus content de les faire, donc il y a peut-être plus de chances que je fasse un Parlons Maths, mais j'aimerais quand même garder ce côté un peu studieux et aussi vous proposer des exos de colle, ça peut être très cool aussi. Donc bon, ça restera à discuter. Voilà. Donc encore une fois, bonne soirée et bah, à très bientôt. Voilà. Salut tout le monde. Eh ouais, même enrhumé, je m'en sors quand même un soir. Ah, ouais. Moi, je suis plutôt content, bon, même si ça a duré 1 heure. J'aurais pas forcément cru que j'allais durer 1 heure. Mais bon, ouais, je me suis dit, si je me lance dans les triangulations, c'est sûr que je fais plus d'1 heure. Je le sentais. Je me suis dit, si je fais ça, c'est fini. Mais je me suis dit, c'est quand même cool de faire les triangulations parce qu'on comprend mieux pourquoi il y a les règles que l'on s'est données pour les mutations. Ça explique vraiment pourquoi. En tout cas, explique. Pas totalement, mais en tout cas, ça donne un visuel qui permet de se dire, ah, ça vient pas de nulle part, quoi. C'est ça, en fait. Parce que quand on voit les règles telles qu'elles sont posées, on a l'impression qu'elles viennent de nulle part, mais en fait, elles viennent vraiment d'un comportement géométrique qu'on a pu constater par ces questions de triangulation et ces questions de matrices totalement positives et donc des relations entre les mineurs. Je me demande si je devrais partager aussi les notes. Bah écoutez, vous me direz, même sur YouTube, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir les notes? Puisque bon, bah, j'ai toujours les notes des premiers Parlons Maths. Donc si ça vous intéresse, si éventuellement il y a quelques-uns d'entre vous qui seraient chauds pour avoir les notes en même temps que les explications en vidéo, bah pourquoi pas? Je pense que je peux m'arranger pour les mettre sur mon drive et puis les partager. Je pense que ça serait pas un problème. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Je pense pas que je ferais pareil pour l'école du soir, parce que bon bah voilà, je pense que vous avez déjà la feuille d'exercice, donc c'est largement suffisant. Puis après, il suffit de suivre la correction vidéo pour avoir une correction de l'exercice. Donc je pense que c'est pas la peine que je partage les notes de correction, mais que je vous partage ces notes-là d'échanges sur la recherche, pourquoi pas? En tout cas, d'échanges sur des sujets de recherche. euh, je pense que ça peut être très sympa. Des sujets mathématiques liés à la recherche, je pense que ça peut être très sympa.